Move Africa. Un monde nouveau vous appelle. Selon l'UNICEF, plus d'1 million d'enfants en Côte d'Ivoire n'ont pas d'extrait de naissance. Un enfant qui n'est pas déclaré à la naissance n'a pas d'existence juridique, n'a pas d'identité et ne peut avoir accès à l'école. Vous suivez C'est midi sur RTI 1, bienvenue dans la télé utile. À l'affiche de ce numéro, le thème suivant. Marie-France espère que le père de leur fille de 3 ans accepte enfin de lui établir un extrait de naissance. Nous aurons le plaisir de recevoir des invités surprises à des moments spécifiques de ce show. Laurent Monti, notre consultant maison avec Maestria, fera un état des lieux relatif au thème. Et comme tous les lundis, le représentant du ministère de l'Ivoirien nouveau, son Excellence, Monsieur Dr Philo, sera des nôtres pour ses atypiques conseils. Joindre l'utile à l'agréable, tel est notre credo. Je vous invite donc à rester concentrés parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et non pas après. Après, ce n'est plus c'est midi. Après, c'est midi, c'est le JT. Et justement, parlant de JT, nous allons faire donc une incursion dans le journal télévisé de la 2. Ils sont avec nous, j'ai envie de dire, elles sont plutôt avec nous, les nouvelles recrues du journal de RTI 2. Merci de les ovationner très très fort. Anicette Conan Blessing, bonjour, vous levez la main. On va faire connaissance en même temps avec vous. Alors vous, on vous retrouve à partir de quelle heure? À partir de 12h30, donc dans quelques minutes là, ça va? Vous avez tout préparé? Il paraît que vous n'avez pas le micro. Les leads sont déjà prêts, je suis sur le plateau. Juste après l'émission, je passe en direct sur RTI 2. Mais ça va, ça se passe bien. Ça va super bien. Comment est-ce que vous arrivez à dominer le travail, le stress? Franchement, je pense à tous ceux qui me soutiennent. Et je fixe la caméra. D'accord. Là, je souris, tout passe. Anicette Conan Blessing, c'est bien cela. Joël Gosset, bonjour. Ça va? Tout va bien? Je vais très bien. Tout va très bien? Très bien. D'accord, on va dire c'est la première télé. Non, c'est pas la première. C'est pas la première télé. À la RTI, c'est la première, mais j'étais sur une autre chaîne. Une chaîne. Avant d'arriver. Avant d'arriver à la RTI. Oui. Donc on va dire, vous êtes une habituée des caméras. Ou vous êtes de ceux qui pensent, ou de celles qui pensent qu'on ne s'habitue jamais aux caméras. Vraiment jamais. On ne s'habitue jamais. Jamais. Devant la caméra, il y a toujours un tout petit stress qui vient. Même si on estime qu'on est suffisamment armé pour le dominer. Suffisamment armé qu'on est dans la chose il y a très longtemps. Ouais. Mais devant une caméra, le stress est là, quoi. J'ai dit, ce métier nous enseigne l'humilité, en fait. Justement, justement. Parce que vous pouvez être le plus éloquent possible. Vous pouvez avoir toute l'assurance du monde. Mais lorsque vous vous retrouvez devant la caméra vous parle. Voilà. La caméra vous ramène à votre plus simple expression. Ça, c'est juste. Et c'est pas donné à tout le monde. J'adore ce métier. Merci. Alors, au milieu de vous, un homme, Alassane Parguin-Drabo. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Le seul homme parmi les 4 recrues. Ouais. Ça fait quoi? Est-ce qu'elles sont gentilles avec vous? Oh, elles sont très très gentilles. Elles sont formidables même à la limite. Elles sont très très gentilles. Ça fait beaucoup plaisir de travailler dans un environnement de femmes. Vous savez que la femme c'est la mère, donc je suis carrément... Ça c'est devant les caméras. Non, c'est la vérité. Tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, d'accord. Mais j'ai confiance, hein, j'ai confiance. C'est vrai que les 2 dames qui vous encadrent, je ne les connais pas, mais je connais très bien Afficiata Dosso. Vous savez, au niveau de la Caro Gang,
il y a ce qu'on ne voit pas. Et puis, il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire nous, le côté visible de l'iceberg. Eh bien, elle faisait partie de la Caro Gang pendant plusieurs années, Afisiata Dosso. Donc, ne soyez pas étonnés si pendant le journal, elle essaie, on va dire, de jouer un peu les fofolles. Ça peut arriver, ne soyez pas choqués. Afisiata, comment ça va? Très bien, Caro, merci. Et on était derrière la caméra, on se retrouve devant la caméra. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait plaisir et je veux dire, l'expérience derrière la caméra nous permet, étant devant la caméra, d'avoir beaucoup de respect pour toute l'équipe qu'on a derrière, les cadreurs, les scripts, les réals, tous les techniciens. C'est vraiment le respect et surtout une leçon d'humilité. Voilà. Leçon d'humilité, le respect. Et il faut dire que vous maîtrisez un peu les rouages de la télé. Vous avez touché à tout avant de vous retrouver. Mais ça fait une force quand même pour vous. Je vous envie là. Et puis le parrain des parrains, le rédacteur en chef, Super Ebony. On était déjà en quelle année? En 2017. En 2017. Oui. En tout cas, on en est très fiers. Merci. Bienvenue, Parga Soro, rédacteur en chef sur RTI 2. Oui. Alors, il faut dire que le directeur général de la RTI, Osseli Dambélé, a rêvé. Il a eu une vision et c'est de redynamiser, n'est-ce pas, le journal télévisé de RTI 2. Et donc, il nous a fait confiance et a souhaité qu'il y ait de nouveaux visages avec un nouveau studio. Et vous voyez, le studio est tellement beau. Et là, quand on met, n'est-ce pas, des présentateurs aussi avec talentueux, ce beau visage, là, très talentueux. Et alors, vous avez un très bon journal. Aujourd'hui, le contenu du journal même est accrocheur. Voilà, vous avez le lundi les faits divers et les faits insolites. Les mardis, vous avez les cartons rouges, il y a des rubriques. Voilà, le jeudi, vous avez le portrait. Et le samedi, vous avez Escale 225 écotourisme. Et le dimanche, vous avez le dossier de la 2. Alors donc, c'est un journal qui se démarque, n'est-ce pas, des autres journaux télévisés qu'on voit sur les autres chaînes. Voilà. J'aurais bien souhaité poursuivre avec vous, mais elle a son journal, dans quelques minutes, donc je suis obligée de vous libérer. En tout cas, merci, ça nous a fait énormément plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Tout à fait, je suis sûr que Andjou, n'est-ce pas, aura, n'est-ce pas, un plateau spécial pour ces nouveaux présentateurs. Bon, d'accord, on verra. Voilà, c'est un appel. On va en discuter là. Merci beaucoup. Merci infiniment d'être passé nous voir et puis on vous souhaite plein succès. Bon vent pour cette nouvelle aventure. Merci beaucoup. Carlo, c'est 19h30 au lieu de 19h. 19h30 voilà, et 12h30. Voilà, merci. Voilà. Merci beaucoup. L'émission se poursuit. On les raccompagne avec des applaudissements. Et je rappelle donc le thème du jour. Marie-France espère que le père de leur fille de 3 ans accepte enfin de lui établir un extrait de naissance. Avant d'aller plus loin, je vais demander donc à mes chroniqueurs et consultants de me rejoindre sur le plateau de C'est Midi. Ils vont donc nous rejoindre. Marie-France est donc là avec nous sur le plateau de C'est Midi. Agent de production dans une usine de chocolat à Grand Bassam, c'est bien cela. Bienvenue dans une chocolaterie. Merci donc de votre présence sur le plateau de C'est Midi. Merci à vous. Je vous en prie. Monty Laurent. Monty Laurent pour vous. Toujours tiré à 4 épingles. Bonjour, ça va? Bonjour Caro, ça va bien, bonjour à tous les téléspectateurs. J'ai une pensée aujourd'hui particulière pour tous ceux qui font le ramadan. Ah d'accord. Voilà, je veux les encourager, c'est pas facile. Mais vous n'êtes pas vous? C'est pour la bonne cause. Le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau, comment allez-vous? Ça va. Ça va, tout va bien. Je vais vous remercier le... Oh non! Au nom de monsieur le ministre. Et remercier le directeur général de la RTI, qui est un jeune frère avec ses recrues du journal. En tout cas, nous sommes restés dans le coulisses et voir. Tout à fait. Il vous remercie également, voilà. Monsieur le représentant. On reviendra à vous dans peu de temps. D'accord. Et voilà, nous allons donc partir pour le portrait de notre invité. Un bref résumé de son histoire avec Raymond Hadji et Espérance Kouakou. C'est parti.
Cela fait déjà 4 ans que Kozoro Marie-France tourne en rond dans l'attente d'une reconnaissance officielle de la paternité de sa fille, en prenant sur elle de porter sa situation sur les antennes de la télévision nationale. C'est un cri de désespoir qu'elle veut lancer. Sa fille, Kyriam, bientôt 3 ans, n'est toujours pas déclarée à l'état civil, tout simplement parce que celui à qui incombe ce devoir, son père, se dérobe depuis sa naissance. Marie-France prend ses responsabilités en convoquant Tapé Seri, le père de la fillette, sur le plateau de ces midis pour qu'avec l'opinion publique, elle puisse comprendre ce qui l'empêche de franchir le pas. Alors que lui-même, selon son témoignage, souhaitait dans les débuts de leur relation fonder une famille avec elle. À vous, Caroline. Merci beaucoup, Espérance Kouakou et Raymond Adji. On espère bien que le père de la fille de Marie-France acceptera de nous rejoindre en plateau pour essayer de trouver une solution à ce problème. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous avez rencontré le père de votre fille? Bon, lui et moi, on s'est rencontrés à Abidjan. Et c'est là qu'on a commencé notre relation. Ça a été le coup de foudre ou... Bon, oui, on peut dire ça. Il vous a dragué pendant un moment, après vous avez accepté? D'abord, on s'est rencontrés à un funérail. À des funérailles, oui, d'accord. Au village. Et puis quand on est rentré sur Abidjan, ça a commencé. Vous êtes du même village apparemment? Oui, oui, nous sommes du même village. Alors, dans quelles circonstances vous êtes tombée enceinte? Bon, on a voulu d'abord faire notre enfant. Mais ce qui est arrivé là, on n'avait pas souhaité. On était prêts auparavant, mais c'est quand on a oublié que c'est venu. C'est-à-dire que vous vous mettez ensemble, vous ne vivez pas ensemble, non. Mais vous projetiez tout de même avoir des enfants. Est-ce qu'il vous avait promis le mariage? Non. Il ne vous avait pas promis le mariage, mais vous disiez, parce que le love était tellement... Il a dit, mais moi j'ai dit, bon, on n'est pas encore stable. On n'a qu'à attendre. Il dit non, ça serait chic si on fait notre enfant. Il dit non, mais on se lève pas ça venait de lui en fait. Voilà, ça venait de lui. Je lui ai dit, on ne se lève pas comme ça pour faire enfant en fait. Et puis bon, on n'a plus en parler. Et sa prière a été exaucée? On peut dire ça. Et vous êtes tombée enceinte? Oui. Comment est-ce que vos parents ont réagi? Bon, les parents ne savaient pas, hein. J'ai caché la grossesse. Hein. Dans un premier temps, les parents n'étaient pas informés? Oui, ils n'étaient pas informés. Et c'est quand je suis arrivée à 6 mois de grossesse que j'ai informé, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Et votre chéri, pendant ce temps, je suppose qu'il devait être très heureux puisque c'était son souhait. Oui. Dès le premier jour, quand j'ai su, je l'ai appelé. Il était content. Il était content. Et les matins même, il m'appelait, tu as mangé quoi? Tu as bu quoi? Ne bois pas café. Ne bois pas sucre, rien. Ah, je me suis renseignée, on dit, il ne faut pas sucrer les choses lourdes. Hein. J'ai dit, OK. Donc, jusqu'à 1 mois et demi, il a commencé à changer de comportement. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, selon vous? Bon, je ne sais pas. Bon, à votre avis, qu'est-ce qui explique ou qu'est-ce qui justifie ce revirement de situation? Bon, peut-être que c'est sa copine qui lui a dit de ne pas... Parce que quand il arrivait un moment, il a changé de comportement, je lui demandais ce qui se passe. D'abord, un jour, je l'ai appelé. Voilà, je l'ai appelé et il n'a pas pu décrocher. Et après, il me rappelle tard dans la nuit. Il me dit, rappelle-moi à 9 h. Je dis, OK. Le lendemain, je rappelle, c'est une fille qui décroche. Ah, je suis sa femme. Voilà, je n'appelle plus mon mari. Il dit, ah, excuse-moi. Alors, moi, je ne savais pas qu'il était marié. Attends, vous l'avez pris simplement ou ça a été un choc? Bon, moi, je n'ai pas considéré ça même. Est-ce qu'il vous avait dit qu'il y avait quelqu'un d'autre en dehors de vous? Non, il m'a dit qu'il était avec une fille, Baoulé, mais ils n'étaient plus ensemble. Ça fait 2 ans. Ils ont fait, je crois, 2 ans de relation, mais ils sont plus ensemble, ça fait 1 an. OK. Voilà. Et du jour au lendemain, vous appelez, voilà, vous tombez sur... La même fille prend son téléphone pour... Comment vous avez su que c'était la même fille? C'est celle. Je savais que c'était elle. Parce que dans notre relation, de temps en temps, il mettait la fille en statut. Et quand je lui demandais, il dit non, en fait, c'est pour lui faire plaisir, hein. Sinon il n'y a rien. Et je prends, quand c'est comme ça, je reste dans mon coin. Après, il revient, s'excuser, il enlève la photo, il demande pardon et puis on reprend. C'était un truc comme ça. Donc, quand la fille a dit « je suis sa femme », bon, j'ai tout de suite
Ça ne m'a rien dit même, parce que bon, j'ai dit, ah ok, pour ton information, moi aussi je suis sa femme. Ouais, je suis enceinte de lui. Donc on est deux maintenant. Donc elle parlait à côté, moi j'ai coupé. Et lui, il a rappelé pour prouver à la fille, ne m'appelle plus jamais. Moi-même, je ne te connais même pas. Tu me connais où? Voilà, la grossesse n'est pas à moi. Qu'est-ce qui prouve même? Qu'est-ce qui prouve? Une année là même là. Tu m'as dit que tu avais un ami, non? Qu'est-ce qui prouve? J'ai dit, ok, il a mais compris. il se contredit là, parce qu'il dit, il ne vous connaît pas. Après, Voilà. il dit, la grossesse n'est pas à lui, tout Voilà. ça. Donc, ok, donc j'ai coupé tout. J'ai dit, oh, il n'est rien dit, hein, à part le ok. Donc, je me suis dit, comme je me défendais quelque part, je vais garder la grossesse. Parce qu'il m'avait dit d'avorter. Ah, c'est ce qu'il vous a demandé plus tard? Oui, d'avorter. Donc, j'ai gardé la grossesse. Mais pourquoi vous ne l'avez pas suivi dans son raisonnement ou dans Parce ses délits? que je suis d'une famille chrétienne. Je sais que ce n'est pas conseillé. Si je dois... je ne peux pas tuer un enfant qui n'a pas demandé à venir au monde. C'est ce que je me suis dit. Il était dans son coin, je suis allée le chercher. Pourquoi ne pas assumer si c'est pour mourir à ce temps? Quand vous dites qu'il était dans son coin, je suis allée le chercher, vous parlez de l'enfant. Voilà l'enfant. Je suis allée le chercher. Donc, je ne peux pas aller le supprimer comme ça. Je ne suis pas Dieu. C'est ce que je me suis dit dans la tête, quoi. Bon, Oui, moi, je veux juste rappeler aux téléspectateurs qu'ils ont la possibilité de participer à l'émission à travers le code QR. Vous connaissez déjà la méthode. Mais je voulais demander, madame, vous êtes sûre à 100%, à 1000% que c'est lui le père de l'enfant? Il n'y a pas d'autre possibilité, c'est vraiment lui? Oui, c'est lui. Et quand vous étiez ensemble, il n'était pas marié, il était peut-être en relation, mais il n'était pas officiellement, légalement marié? Rien. D'accord, c'est des éléments très importants à savoir. Il n'est pas marié. Moi, j'aimerais insister, aller dans le sens de Laurent pour savoir si vous avez été fidèle sur toute la ligne. Oui, oui. Vous n'êtes pas allé avec un autre pendant que vous étiez avec lui? Ce n'est pas parce que je suis devant les caméras. Quand je suis dans une relation, je vise que lui. Je me dis, c'est lui l'homme. S'il veut, il peut se prendre 20 femmes, 50 femmes. Ça, c'est son problème. Mais moi, je suis la femme. Donc, je reste sur ma position. C'est quand il commence à déconner et que quelqu'un vient pour dire, ah, je veux de toi. Là, il ne m'a pas mariée, donc j'accepte. Sinon, quand j'étais avec lui, sincèrement, là, je ne voyais plus ailleurs. Je ne voyais pas ailleurs. Voilà. Et comment la grossesse? Parce que, bon, je ne sais pas si, si vous avez pris cela... je ne sais pas dans quel esprit, en fait, dans quel état d'esprit vous étiez. Est-ce que ça a pesé vraiment sur votre santé, sur votre état d'âme, ou ça a été bon, d'accord, même s'il ne veut pas accepter, moi, je continue ma vie? Bon, C'était quoi? Oui, ça a pesé sur ma vie. Hein. Ça a changé ma manière de voir les choses. Ça m'a ouvert les yeux aussi. Parce que vous pensez que vous étiez trop naïve. Je dois maintenant emprunter. Donc, sincèrement, cette grossesse m'a beaucoup montré. Beaucoup de choses même. Et au 6e mois, vous décidez donc d'informer la famille? 6e mois, j'ai informé la famille. D'abord, avant le 6e mois, c'est ma tante seule qui savait, dont je n'ai pas dit le nom ici. Je lui ai dit, tante, prie pour moi, mais je ne lui ai pas dit qui était l'auteur. Voilà, je lui ai fait croire que c'était un autre. Donc, c'est comme ça, elle a gardé le secret aussi. Et à 6 mois de grossesse, là, quelques-uns savaient pour me soutenir en prière parce que ça n'allait pas. Je suis une fois tombée même parce que j'avais faim. Ce jour-là, j'avais une pièce de 200 et je me suis dit, je vais garder les pièces de 200 là pour manger le soir. Même si ce n'est pas manger, je vais prendre une sucrerie pour me remonter. Et je me suis endormie. Aux environs de 19h, 20h, je me levais pour aller pisser. Je suis tombée, mais je n'ai rien vu dedans. Vous viviez où alors? Je louais une chambre quelque part. Je louais une chambre dans la maison d'une amie de Bassam. C'est là-bas que j'étais. Elle n'était pas là, elle était sortie avec son mari. C'était 2 chambres salon, donc elle m'a prêté une chambre que je... Donc c'était vraiment difficile pour vous, vous n'arriviez pas à vous nourrir. Oui. Donc je suppose que les consultations prénatales, là on n'en parle pas du tout. Hein. Non, aucune consultation. Vous n'avez pas fait de consultation? Jusqu'à 8 mois. Quand j'ai eu d'abord à 6 mois, j'ai un cousin, mon cousin m'a appelé pour dire, il vient rester ici pour qu'on se batte ensemble. J'ai dit, ok, je suis allée là-bas, bon. Là-bas, les conditions de la vie aussi. Là-bas, c'était où? Là-bas, c'est à Divo. C'était à Divo. Chez nous, quand tu restes chez un frère ou un cousin pour accoucher, ce que tu es bien placé, ce que tu es marié.
comme ça, quand tu accouches, le père de ton enfant peut venir acheter je sais pas, un mouton pour dire merci, merci, voilà, je reviens pour prendre ma femme. Donc, on ne se lève pas comme ça pour aller accoucher chez cousin ou cousine, quelque chose comme ça. Donc, vous êtes de quelle région de la Côte d'Ivoire? Pardon? Vous venez d'où? À l'ouest. Je suis BT d'Issia. D'Issia, d'accord. Donc, du coup, les parents ont dit qu'il fallait que je parte accoucher chez le père de mon enfant. Et ils avaient raison. Hein. Donc, je suis revenue à Bassam. Je ne savais pas où aller, mais je suis revenue à Bassam. Les tantes m'appelaient, va au village, tu vas accoucher. J'ai dit, OK, je vais partir. Mais dans la grossesse, je vous assure que je faisais des rêves où, avant même qu'on me dise d'aller accoucher au village, je faisais des rêves où j'ai mon bagage. Quand j'arrive au village, il y a une vieille femme qui me reçoit, qui me dit, c'est au cimetière tu es venue. Et elle met une natte sur une tombe. Viens te coucher. Et je lui dis non. Elle me fait asseoir même. Elle met mon bagage à côté. Elle dit, couche-toi. J'ai dit non. Je ne peux pas me coucher. Ce que je t'ai dit, c'est ici je suis venue. Au moins 3 rêves comme ça. Donc, quand ils ont commencé à m'appeler pour me dire, va au village, au lieu de retourner à Bassam, j'ai dit tout de suite, OK. Pour ne pas trop parler, j'ai dit, OK, je vais venir. Et je n'ai même pas dit les mois de grossesse à quelqu'un. Donc, je leur ai fait croire que j'étais à 6 mois. Quand je vais arriver à 8 mois, je vais venir au village. C'est vrai que lorsqu'une femme est enceinte et surtout lorsqu'elle va accoucher, elle est entre la vie et la mort. Je ne sais pas si c'est ce qui justifie le fait que certaines femmes font beaucoup de cauchemars quand elles sont presque à terme. C'est peut-être votre cas, ça ne veut pas dire forcément que si vous alliez au village, vous allez mourir. Mais en fait, c'est la peur. Ouais. C'est la peur. Je n'ai pas forcément pensé à la sorcellerie, mais c'est la peur. La peur m'a animée. Et puis, ce qui m'a effrayé le plus, l'enfant bougeait beaucoup. Je ne savais pas que l'autre était malade. Donc, une fois, j'écoutais la radio de Divo, là. Et puis, quand vous dites l'autre, vous étiez enceinte de jumeaux, c'est cela? Oui, j'étais enceinte des jumeaux. Et j'écoutais la radio de Divo, et il y a un prophète qui a donné son numéro. Et j'ai appelé pour qu'il prie pour moi. Et tout de suite, il me dit, ma fille, tu as tes 2 enfants là, mais il y a un qui est gravement malade, hein, il ne bouge même pas. Là, c'était au téléphone? Oui, au téléphone, il ne me connaît même pas. Que tu es enceinte, mais l'enfant ne bouge pas, il est gravement malade. Il dit, s'il vous plaît, priez pour moi. Donc, c'est resté là. Après, quand je suis venue à Bassam, à Bassam, je ne savais plus où descendre. Là où je louais la maison, j'ai appelé la sœur, elle m'a dit non, qu'il n'y avait pas de place. La pièce n'était plus disponible. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, sincèrement, il ne savait pas où aller. Mais je me suis dit, la vieille qui était dans la cour me disait, ma fille, tu t'es pleurée même, ma fille, tu t'en vas. Ah, ma fille, tu t'en vas, qui va te recevoir? Il dit, Jésus est là-bas, Dieu est là-bas. S'il m'a permis de tomber enceinte, c'est qu'il peut permettre que je survive. Donc, comme ça, je suis partie à Bassam avec la foi. Sinon, arrivé là-bas, je suis descendue à une cabine, laisser mes bagages pour chercher dortoir. Là, vous étiez à votre quel mois de grossesse? 8 mois. Voilà. Chercher dortoir. Avec la gérante de cabine était tellement gentille avec moi. On s'est levé aller chercher dortoir jusqu'à il était 19h par là. J'ai appelé une amie qui m'a dit, OK, je vais appeler un ami qui a des chambres. Elle a appelé le monsieur a accepté. J'ai pris mon taxi, j'avais 500. Taxi à 250, je suis partie. Arrivé là-bas, je suis arrivée, j'ai tardé. Pour arriver tard comme ça, quand j'arrive, je me couche. Arrivé là-bas à 22h, on causait comme ça, il y a un monsieur qui est venu, il était ivre. Et le tonton me dit, il est arrivé. Voilà mon grand frère, c'est avec lui, tu as dormi dehors là. Ils avaient mis moustiquaire dehors à l'air libre. Parce que là-bas, à cause du vent, les gens dorment souvent dehors. Donc je lui ai dit, mais je ne peux pas me coucher dans la chambre. Il dit, non, lui là, excusez-moi, lui là, excusez-moi du terme. Il cogne bien, il va bien te prendre, tu as bien accouché. J'ai commencé à avoir peur. Il dit, que ma soeur ne m'a pas dit ça. En fait, elle m'a dit, il dit, OK. Il s'est énervé même. Il s'est levé devant moi. Bon, je suis rentrée dans la chambre, j'ai mis mon pain, je me suis couchée. À 5 heures, la fille m'appelle. Tu as fait quoi là-bas? Il dit, comme quoi? Il m'a appelé, il dit de sortir de sa chambre. J'ai attendu qu'à 6 heures, il a pris mes bagages encore.
Je suis revenue à Bassam. Là, c'était à Zureti. C'est vraiment le monde à l'envers, quoi. Voilà. Pardon, on a des questions au niveau du QR code. Oui, on va prendre quelques questions au niveau du QR code. J'ai 2-3 questions. Une question de Jean Adekpoé qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire, qui voudrait savoir pourquoi vous n'avez pas cherché à connaître la famille du père de l'enfant. Je connais sa famille. Mais est-ce que vous êtes allé voir où vous avez nécessaire que passer un coup de fil pour leur expliquer les difficultés? Non, je causais seulement avec son grand frère et son neveu. Voilà. Et vous avez exposé votre problème oui, ils savent. Aux grands frères? Oui, ils savent tous. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon. Est-ce qu'ils ont cherché à vous aider? Est-ce qu'ils ont cherché à vous rapprocher? Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Lui, c'est quelqu'un, quand tu lui parles, quand il ne veut pas aller loin, il dit « Ok, j'ai compris, je vais faire. » Puis... Alors, on remarque bien que vous avez vécu beaucoup de difficultés avant d'accoucher. Par la grâce de Dieu, vous avez pu accoucher. Malheureusement, vous avez perdu un des enfants. Mais je suppose que vous l'avez tout de même rappelé pour l'informer parce que c'est son enfant. Alors, normalement, on a 3 mois pour établir l'extrait de naissance. Oui. Vous l'avez informé de ce qu'il devait faire face à cette responsabilité. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit? Bon, c'est quand l'enfant a eu ses 8 mois, je l'ai appelé d'abord pour dire « Ah, l'extrait de naissance, là, viens au moins faire l'extrait. Le reste, là, Dieu va faire. » Il dit « Ok. » C'est la même chose, en fait. Alors, donc, quand l'enfant est né, vous ne l'avez pas informé. C'est quand l'enfant a eu 8 mois que vous l'avez appelé? Si, il a été informé. Il est informé. Il était informé. Il était informé. Non, il veut dire que quand vous avez accouché, vous l'avez appelé pour dire que vous avez accouché. Oui. Quelle a été sa réaction? Il dit que ce n'est pas pour lui, donc il s'en foutait. Ce qui a fait même qu'aujourd'hui on est en contact, à 8 mois de grossesse, il m'a appelé. Je te demande pardon. J'ai dit, c'est quoi? Que tu es où? Je vais venir me mettre à genoux, te demander pardon. Il dit, mais pourquoi? Il dit, non, il y a un monsieur qui l'a arrêté dans la rue, qui lui a dit, tu as fait du mal à quelqu'un de bien. Ça agit sur toi, parce qu'il avait perdu son emploi. Je crois le 1er janvier. Et c'est comme ça, bon. J'ai dit, ok, moi, qui suis-je pour ne pas te pardonner? Je te pardonne. Si ça peut soulager ta vie, je te pardonne. Et c'est comme ça qu'on est resté jusqu'à j'ai accouché. Il savait que j'avais accouché. Mais malgré le fait d'avoir demandé pardon, il ne s'est pas du tout occupé de l'enfant. Oui, je pense qu'il est venu juste pour son intérêt. Parce qu'on lui a dit, tant qu'il ne m'a pas demandé pardon, il ne va pas avancer. Donc, il a tout fait pour reprendre contact avec moi parce que lui, il veut avancer. C'est tout. Sinon, ce n'est pas pour... Il s'en fout, en fait. Donc, pendant tout ce temps, je suppose que vous l'avez appelé à maintes reprises pour qu'il fasse l'extrait de naissance de l'enfant. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous donnait comme argument? Il dit non, c'est pas pressé. C'est pas pressé. On a tout le temps. Il dit, mais arrivé à un moment là, ils peuvent nous dire c'est cher. Il dit oui, mais... Et lui, il trouve toujours quelque chose à dire. Il a ses problèmes, que moi-même, là, au village, ça ne va pas, la vieille est malade. Voilà, moi-même, dans ces temps-ci, mon travail est comme ci, comme ça. Et puis, arrivé un moment, ça devient palable, on coupe. Et puis, moi-même, je le bloque même souvent, quand il m'énerve. Après, je le débloque, on recommence. Ça a toujours été comme ça. Quand vous dites on recommence, vous parlez juste des contacts? Voilà, de l'enfant. Ok. Moi, quand je cause avec lui, c'est l'enfant. Voilà. Mais pourquoi vous avez décidé de venir aujourd'hui à Sibidi pour exposer ce problème? En fait, je suis venue ici parce que j'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Quand vous dites que vous avez tout essayé, c'est quoi exactement? Appeler ses frères, leur dire, essayez de causer avec vos frères par rapport à l'enfant, tout ça. Il a refoulé. C'est-à-dire, il évite d'écouter même ses frères quand ils entendent la causerie de l'enfant. Souvent, mais ils disent que ça devient par là, ils leur parlent mal. Ce n'est pas votre problème, c'est ma vie. Est-ce que vous êtes allé tout de même vous renseigner sur la procédure à suivre pour établir un extrait de naissance? Non. Mais quand l'enfant avait 1 mois, je suis allée à la mairie. D'accord. De là où j'ai accouché. Et ils m'ont dit, il faut que le père soit là pour signer. Il faut que le père soit là pour signer. Donc, ils ont refusé même de... Donc, après ça, moi, j'ai plus pensé à aller quelque part. C'est pour cela que je le poursuis. Je pouvais aller ailleurs, je pouvais l'emmener peut-être au tribunal. Mais je suis venue ici parce que je me dis, après tout, on est frais. Voilà.
qu'il pense à l'enfant, quoi. Mais c'est quand même l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pères qui nient les grossesses, mais que les mamans, pour l'intérêt de l'enfant, peuvent quand même déclarer l'enfant. L'enfant peut porter votre nom dans ce cas-là, même si le père le refuse, il peut porter votre nom. Et puis, ça se fait beaucoup aujourd'hui en Afrique. On peut attribuer l'enfant à son frère pour pouvoir avoir une existence légale, en fait. Mais elle, à la fin, on a l'impression qu'elle a envie que son enfant ait un père. Voilà, bon, c'est ça. Il y a ça, mais depuis le premier mois, quand elle est allée se renseigner, on lui a dit il faut la signature du père. Donc, elle est bloquée. Exactement. Elle se dit il faut absolument. Elle n'est certainement pas informée de la nouvelle législation. Donc, elle ne sait pas du tout qu'elle a la possibilité de donner elle-même son nom à l'enfant. Mais lorsque vous ne donnez pas un nom à l'enfant, lorsque l'enfant n'a pas un extrait de naissance, il est privé de tous ses droits. Il n'a pas d'identité. Il ne peut pas aller à l'école. Donc, votre enfant ne sera pas scolarisé si ça continue ainsi. Mais on espère bien qu'au terme de cette émission, on trouvera une solution qui vous arrangera et qui arrangera également l'enfant. Il est 12h30, on va marquer une pause. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Chez Move Africa, les forfaits sont encore plus fous que jamais. Avec le nouveau forfait Move Folly Mix, appelle tes amis et reste connecté comme tu veux. Active ton forfait à 700 francs et bénéficie d'1 heure d'appel et 1 giga d'internet, le tout valable pour 7 jours. Alors tape vite étoile 303 étoile 2 dièse et profite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de C'est Midi. Je rappelle que nous sommes avec notre invité Kozoro Marie-France, agent de production dans une usine de chocolaterie à Grand Bassam. Elle est âgée de 30 ans, mère d'une fille qui aura bientôt 3 ans, sa fille Kyriane. C'est bien cela, hein? Oui, c'est Kyriane. D'accord. Eh bien, le père est là, le père de l'enfant est là. Il va nous rejoindre donc sur le plateau de C'est Midi. Il a donc accepté de venir. Merci donc de recevoir Monsieur Tapé Seri, concierge dans une entreprise immobilière qui nous rejoint donc sur le plateau de C'est Midi. Monsieur Tapé Seri. Alors, je sais que Tapé, c'est un nom de famille, Seri également. C'est aussi un nom de famille. Oui. Quel est votre prénom alors? Mon prénom, c'est Aimé. C'est Aimé, Tapé Seri Aimé. Oui. Donc, Tapé Seri, c'est collé. Bon, Tapé, ça, c'est le nom. Seri, c'est le prénom avec Ah, d'accord. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Tapé Seri Aimé. Vous avez quand même un grand prénom, hein? Oui. Aimé. Oui, il faut aimer tout le monde. Il faut être humble à tout le monde. Oui. donc, si je comprends bien, il paraît que le prénom agit toujours sur les personnes qui le portent. C'est-à-dire, si vous vous appelez Aimé, c'est sûr que vous savez aimer. Votre visage, votre mine a changé. Oui. Pourquoi? Vous ne l'aviez pas vu? Vous n'aviez pas vu Marie-France en rentrant? Bon, je ne pensais pas aussi que Marie-France pourrait être ici aujourd'hui. Ah, d'accord. Je ne pensais pas aussi à la croiser ici aujourd'hui. Ok. Je comprends parfaitement. Alors, et si on commençait par vous demander l'histoire qui vous lie à Marie-France? Où est-ce que vous connaissez Marie-France? Ok. Dorénavant, vous allez me permettre au moins de 5 secondes pour demander d'abord mes excuses à toute l'Assemblée qui est ici. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon histoire qui est là aujourd'hui. Parce que je pense bien que quand je vois Marie-France, je me rappelle déjà, avant tout propos, je demande d'abord mes excuses à tout le monde. Vous demandez pardon à tout le monde, c'est un acte qui est très louable, y compris Marie-France. Oui. Vous demandez également pardon à Marie-France? Oui, également. Vous lui en voulez ou vous avez des remords? Bon, quand je vois personnellement Marie-France, ça me touche un peu parce que c'est une personne, une dame aussi qui a été grand cœur. Parce que ce qui s'est déroulé entre elle et moi, c'est une histoire qui est très élevée. Ce n'est pas une petite histoire parce que vu
elle allait perdre sa vie. Oui, car il sait pas, le but même commence par le test d'abord. Il voulait d'abord savoir le titre du test. Où je suis, quoi. Marie-France espère que le père de leur fille de 3 ans accepte enfin de lui établir un extrait de naissance. C'est le thème autour duquel nous avons questionné Marie-France. En tout cas, elle nous a dit du bien de vous. Elle n'a pas été très amère dans ses propos. Aujourd'hui, elle se retrouve dos au mur parce qu'elle sait que si l'enfant n'a pas d'extrait de naissance, l'enfant ne pourra pas être scolarisé. Non. Donc, elle a tout essayé et n'a pas réussi à vous convaincre. Alors, la dernière solution pour elle, c'était de venir à ces midis pour nous en parler. Et comme nous sommes proches de nos populations et que tous les lundis, on essaie tout de même de trouver des solutions aux problèmes de nos téléspectateurs, elle a jugé bon de venir. Et c'est la raison pour laquelle nous, on vous a convoqué. On est vraiment désolé pour le fait de vous exposer, mais c'est des choses qui arrivent. Vous n'êtes pas la seule personne dans cette situation. Et nous espérons vraiment que vous allez peut-être faire profil bas et puis trouver une solution au problème de Marie-France. Je ne veux même pas dire au problème de Marie-France parce qu'elle n'est pas la seule engagée. Nous, on ne sait pas les problèmes que vous avez eus et qui vous ont fait tourner le dos à Marie-France. On ne sait pas ce qui s'est passé dans votre vie. On ne sait pas si c'est des problèmes physiques ou si c'est des problèmes spirituels, si c'est des problèmes financiers. On ne sait vraiment pas. Mais ce que nous, on souhaite, c'est qu'il y a la vie d'un enfant qui est engagé. Vous êtes 2 responsables, mais il y a la vie d'un enfant qui est engagé. Oui. Il y a son avenir qui est engagé, il y a son épanouissement qui est engagé. Oui. Donc, il est bon que vous deux, vous puissiez vous mettre ensemble et puis trouver une solution. D'accord. Merci. Merci, Madame Caroline. Je vous en prie. Oui, merci. Bon, vous allez veuillez m'excuser un peu. Marie-France, elle a été d'abord la première personne arrivée ici à Saint-Médy. Tout à fait. Bon, il ne sait pas comment est-ce qu'elle a commencé le but. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. C'est un peu ce que je vous ai expliqué, hein, en fait. Vous étiez absent. Au départ, vous étiez content quand elle vous a donné l'information selon laquelle elle était enceinte. Et puis après, vous avez disparu de la circulation. Voilà, vous ne vous êtes pas occupé de la grossesse. Elle a perdu un des enfants. L'enfant est né et aujourd'hui, l'enfant a 3 ans. L'enfant n'a toujours pas d'extrait de naissance. D'accord. Vraiment, c'est un peu touchable. Je demande sincèrement pardon, Marie-France. Je m'excuse auprès d'elle. Quand je suis arrivé sur le plateau, mais croiser Marie-France comme ça, vraiment... Bon. Ok, je demande pardon. C'est bon? Non, elle a entendu, on a entendu. Je veux dire, Marie-France, ça va, tout va bien? Oui, ça va. Vous acceptez de lui pardonner? Oui, il y a longtemps, je l'ai accepté. Il y a longtemps? J'ai accepté son pardon il y a longtemps. Vous l'aimez toujours? Pardon. Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question. En fait, Caro, ce qu'il faut dire, de l'histoire de Marie-France, c'est que là, elle est là aujourd'hui, M. Tapé-Série, elle est là même pas pour elle, elle est là vraiment pour l'enfant. Pour l'enfant. Parce que l'enfant ne pourra pas aller à l'école, l'enfant n'est pas reconnu par l'État, l'enfant n'a aucune... En fait, vous avez un enfant qui n'existe pas aux yeux de l'État. Juridiquement. Et elle est là aujourd'hui, en fait, c'est pour que son enfant, votre enfant, puisse aller demain à l'école, puisse avoir une existence normale comme tous les autres enfants, et puisse aussi un jour dire papa, parce que c'est peut-être ce qui lui manque aussi aujourd'hui. C'est ça sa démarche aujourd'hui et rien d'autre. Elle ne nous a pas incriminés, elle n'a pas dit du mal de vous. Elle est là aujourd'hui, c'est pour que son enfant puisse, votre enfant puisse avoir une existence comme tous les autres enfants. D'accord. Merci. Ok, il n'y a pas de souci. Je l'accepte. Quand vous dites « je l'accepte », c'est-à-dire que vous acceptez d'établir l'extrait de naissance? Oui, oui, mais dorénavant, je voulais juste expliquer un truc. Allez-y. Si c'est possible. Non, vous avez le droit. Hein. Ok. Je voulais dire à Marie-France, c'est vrai, il peut arriver la situation grave. Mais ne prends pas de décision toi seul. Mais si tu peux supporter, mais il faut au moins aviser à l'autre qui est à côté. Elle a traversé des moments difficiles. Le début de la grossesse, c'était un peu bizarre. Moi, j'avais déjà ma chérie. Et regarde, le mois s'est croisé.
Il y a eu des contacts, c'est bon, le truc est arrivé. Mais par les discussions, elle a engagé un mot qui ne m'a pas tellement plu. C'est des choses qui arrivent. Hein. Voilà. Ouais, même si tu es en colère, mais abaisse bien ta colère. Quand on est en colère, on dit souvent des choses qu'on ne pense pas. Et quand tu dis à un homme que la grossesse, même d'ailleurs, ça ne t'appartient plus, ce n'est plus pour toi. Et c'est ainsi que moi, je me suis retiré. Je me suis retiré. Sinon, je voulais juste même l'accorder auprès de tout le monde. Mais après ça, il y a eu des communications de la famille de Marie-France qui pensaient à m'appeler tout moment. Vous êtes engagé de la grossesse de Marie-France. Et dit, bon, ok, moi, personnellement, je reconnais. Bon, par les discussions aussi, la femme aussi, elle a tellement... Bon, je voulais pas trop allonger le débat. Mais je voulais dire que c'est vrai, c'est arrivé. C'est arrivé. Je lui demande beaucoup, beaucoup pardon. Merci. Qu'elle m'excuse beaucoup. Vraiment, merci. Là, vous me touchez, là. Je suis vraiment touchée par votre humilité. Vous commencez déjà par demander pardon à Marie-France, malgré le fait que vous estimez que vous aussi, vous aviez vos raisons. Malgré cela, vous lui demandez pardon et vous prenez l'engagement devant la nation ivoirienne et devant tous les téléspectateurs d'établir dans les plus brefs délais l'extrait de naissance de votre enfant. Oui. J'ai envie de dire, c'est midi, oh yeah! Mais tapez série, aimez, oh yeah! Là, j'ai prononcé votre nom en BT même. Oui, ça c'est le nom. Quand tu dis partout, on ne cherche même pas. Non, on ne cherche pas. Taper série. J'ai envie de dire quand même, Caro. Oui, allez-y. C'est vrai qu'on est en direct, il y a le plateau, c'est impressionnant. Nous, on a quand même une équipe derrière, notamment avec Carole Kwasi. Tout à fait. Qui viendra vérifier si l'engagement que vous avez pris là aujourd'hui devant la nation, vous allez le respecter. Parce que c'est bien beau de le dire aujourd'hui, il y a l'euphorie, mais derrière, il faudra vraiment vous assurer de respecter votre parole, tout simplement. C'est notre mode de fonctionnement. Hein. Oui, parce que aujourd'hui, nous sommes sur le plateau. Ça, c'est bon. Je peux dire que c'est international parce que c'est midi, ça va très loin. Tout à fait. Voilà. Où je suis ici, moi, j'ai été engagé. Mon employé était, comment dirais-je, M. Toby Iré Vincent, l'ex-préfet d'Abidjan. Donc, quand je suis ici... Ah, si, il avait l'information, il vous aurait tiré les oreilles. Hein. Voilà. Et j'ai été licencié dans mon service le 15 mars 2021. Et pendant ce temps, j'ai passé un moment de presque vraiment... C'était difficile. Et ça me permettait d'aller rester même au village parce que j'ai tapé les portes, aller essuyer même les carreaux, mais je ne pouvais pas. Donc, aujourd'hui... Je suis venu signer un décret de l'enfant. Vraiment. Mais en ce moment, vous avez du boulot ou pas? Bon, pour le moment, je me débrouille un peu au port. Mais qu'est-ce que vous savez faire? Bon, moi, comment dirais-je? J'ai été un concierge dans la Caroline Mobilier. Et puis aussi, comment dirais-je, Sogetim. Joseph Onvoudjou va vous aider à trouver du boulot. D'accord, ok. Alors, Laurent Monti, on va y aller très rapidement pour l'état des lieux. Okay. C'est bon? Ça peut aller? D'accord, c'est parti. Laurent Monti, état des lieux. Alors, Caro, je suis heureux du dénouement heureux de cette histoire, mais je vais quand même faire mon état des lieux en fonction des éléments que j'ai eus. En fait, selon l'UNICEF, on comptait en 2019 166 millions d'enfants de moins de 5 ans non officiellement déclarés à travers le monde. 166 millions d'enfants. Et pourtant, l'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant rend obligatoire toute déclaration de naissance. Donc, c'est même un droit universel. Quand un enfant naît, il faut le déclarer. Tout à fait. Et il faut savoir qu'il y a de lourdes conséquences tout au long de la vie de l'enfant. Il y a des conséquences psychologiques, mais il y a aussi des conséquences au niveau de sa scolarité, l'enfant qui ne peut pas étudier, au niveau de la vie sociale, quand on sait qu'aujourd'hui, pourquoi que ce soit pour pouvoir justifier son identité. Donc ça, ce sont des conséquences à vraiment prendre en compte. Et selon Yassine Sigui, un spécialiste ivoirien de la protection de l'enfance, il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire plus d'1 million d'enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Plus d'1 million d'enfants. Et c'est l'occasion d'ailleurs de rappeler que le délai légal
pour déclarer un enfant est fixé à 3 mois après la naissance. Au-delà de ce délai, il faut établir un jugement supplétif au niveau du tribunal, ce qui sera le cas de votre enfant. Parce que ça fait l'enfant à 3 ans aujourd'hui, donc il faut établir un jugement supplétif avec l'accord des 2 parents. La Côte d'Ivoire, avec l'appui technique et financier de l'UNICEF, a facilité les procédures de déclaration de naissance. Donc aujourd'hui, on peut le faire dans les centres hospitaliers, au CHU, maternité, centre de vaccination. On peut déclarer son enfant directement là-bas. Et donc ça, c'est une facilité qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Au lieu d'aller à la mairie, forcément, on peut le faire dès que l'enfant naît, on le déclare en même temps. Et ça, c'est à féliciter. Donc pour le cas spécifique de notre invité, hein, il faut savoir que la législation ivoirienne n'est pas muette. Donc la loi numéro 2019-571 relative à la filiation, en ses articles 24 et 25, traite des conditions dans lesquelles la paternité peut être reconnue au niveau du tribunal au bénéfice de l'enfant. Mais il y a 2 points que je veux relever. Premièrement, pour l'État, c'est l'intérêt de l'enfant. Il faut que l'enfant ait une existence juridique et que l'État protège les intérêts de l'enfant. Et le deuxième point, c'est qu'il faut pouvoir que la mère puisse établir qu'il y a eu une relation entre le père supposé et elle. Et donc, pour ça, il y a des conditions. Il faut d'abord que l'enfant soit un enfant naturel, opposé à un enfant adultéré. Donc, un enfant naturel, c'est 2 personnes célibataires qui décident de faire un enfant, ce qui est leur cas. Le deuxième point, c'est qu'il faut que la mère, si elle veut saisir la justice, là, je parle vraiment à tous ceux qui seraient dans ce cas-là, où le papa ne veut absolument pas reconnaître, il faut qu'elle arrive à prouver qu'ils ont une relation et qu'au moment de la conception de l'enfant, que ce soit par des messages, des témoignages, etc., qu'ils puissent montrer qu'il y a eu effectivement une relation. Et là, le juge, en fonction des éléments qui sont mis à sa disposition, peut décider de mettre le nom du père sur l'acte de naissance ou sur le jugement supplétif. Ça, c'est une possibilité. Là, vous faites bien d'en parler. C'est vrai que l'idéal, c'est d'avoir des rapports sexuels quand on est marié. Mais quand on n'est pas marié, qu'on veut avoir des rapports sexuels, il faut toujours avoir des traces. Exactement. Voilà, parce qu'on ne sait jamais. Voilà, surtout quand vous ne vous protégez pas. Exactement. Enfin, donc, je parle à quelqu'un. Qui peuvent témoigner, etc. Voilà. Donc ça, c'est des possibilités. Toutefois, si le père conteste cette décision, il peut décider de faire établir un test de paternité, un test ADN à ses frais. Donc voilà, mais en tous les cas, les intérêts de l'enfant sont mis en avant. Je ne vais pas être long, simplement j'espère que le bon sens et la raison, comme aujourd'hui sur le plateau, vont l'emporter et qu'on ne va pas s'engager dans des procédures juridiques fastidieuses. Et si vous me permettez de clore mon propos par une citation personnelle que m'a inspiré l'histoire de Marie-France, c'est dire que les enfants sont de petits êtres de lumière dans lesquels Dieu a caché des anges qui prendront soin de nos vieux jours. Ah, c'est trop mignon! C'est trop mignon. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Tapé. Merci à vous, Marie-France. Et on voudrait saluer l'Institut international des affaires en entrepreneuriat de Mbato et de Yamoussoukro. Merci de votre présence dans notre studio. Responsable, M. Kpra Yannick, le directeur des études de 2IAE. Voilà. Nous saluons également l'association des femmes actives de Cocody de Plateau. La responsable est Madame Kalou, événement, une action humanitaire, donc don et non-vivre aux sinistrés, prévu pour le 18 avril 2022 à Abobo, Belleville. Merci infiniment pour cette action. On va marquer juste une pause au niveau de la pub et puis juste après, on retrouvera le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Chez Move Africa, les forfaits sont encore plus fous que jamais. Avec le nouveau forfait Move Folly Mix, appelle tes amis et reste connecté comme tu veux. Active ton forfait à 700 francs et bénéficie d'1 heure d'appel et 1 giga d'internet, le tout valable pour 7 jours. Alors tape vite étoile 303 étoile 2 dièse et profite. Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Son Excellence, Monsieur le représentant du ministère de l'Ivoirien Nouveau. Écoutez, je voudrais, au nom de Monsieur le ministre, vous remercier. Voilà, vous attendez l'hymne national. Monsieur Seri, ces paroles vous appartiennent. Monsieur le ministre de l'Ivoirien Nouveau, fier d'entendre les mots de pardon sur ce plateau. La première phrase que vous avez, le premier mot que vous avez prononcé quand vous êtes assis là, c'est pardon. C'est cet esprit que l'Ivoirien Nouveau doit développer. L'Ivoirien Nouveau, c'est quelqu'un qui doit demander pardon même quand il a raison. L'intérêt de l'enfant, c'est ce qui prime. La jeune dame est une dame au grand cœur.
Vous avez eu la chance de la rencontrer. Elle a dit qu'elle aurait pu aller peut-être au tribunal devant les autorités. Oui. Mais venue sur sa télévision nationale, c'est le pardon. Et vous avez prononcé le pardon. Les Ivoiriens doivent développer rien que le pardon. Sans le pardon, on ne peut rien. Vous voyez, la jeune génération, faites très attention. Quand vous rencontrez quelqu'un, ça c'est le conseil que je donne aux autres, pas vous. Vous avez dit à pardonner. Il faut faire on ne marche pas avec n'importe qui. Il y a des jeunes gens qui sont dans ce genre de situation aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous vous êtes rencontrés dans des funérailles que vous allez avoir des relations noires, sombres. Non. Surtout pour l'intérêt de l'enfant. Et je voudrais m'arrêter là, Madame Nassilema. En tout cas, merci. Et vous remercier au nom du ministère. Du ministre. J'attends qu'il me reçoive. Hein. Oui, et même monsieur... Je lui ai adressé une demande d'audience. Bientôt, j'ai mon événement le 28 mai, j'aurai Drôle de femme. Voilà, au Palais de la Culture. Donc, il faut qu'il me reçoive. Il va vous recevoir. Je travaille pour l'intérêt de la nation. Dans les 10 mois qui suivent, il va vous recevoir. Par la grâce de Dieu. Et merci beaucoup au nom de monsieur. Et je voudrais vous saluer. Merci infiniment, Marie-France. Merci d'être venue sur le plateau de ce midi. Merci également à notre charmant public, à vous, chers téléspectateurs. Merci pour la confiance. C'est ici que s'achève ce midi pour aujourd'hui. J'ai été habillée par Minaka Boutique. On va donc se retrouver demain pour une autre histoire, une autre belle aventure. D'ici là, prenez soin de vous et restez sur RTI 1. Bye bye.